Parce que, encore une fois, je constate, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction est secrète. Je constate que le secret de l'instruction est instrumentalisé par les juges d'instruction. On a parfois, et je fais référence au dossier de la sextape de Valbuena, qui implique notamment Karim Benzema, où je défends l'un des mises en examen. Dans ce dossier, c'est peut-être ces dernières années l'un des dossiers où on a eu le plus de fuites. C'est-à-dire qu'on a un dossier qui est censé être secret, qui passe entre les mains bien sûr du juge d'instruction, du greffier, d'un certain nombre d'intervenants, mais qui est censé être secret. Et dans la presse, on avait les procès-verbaux, on a même des livres, on a dû faire des plaintes en diffamation, etc. contre des livres qui comportaient des copier-coller de la procédure, qui comportaient effectivement des quatrièmes de couverture avec des reconstitutions des SMS qui étaient censés être échangés, en l'occurrence entre mon client et Monsieur Valbuena. C'est pour le moins particulier. Et on a ce même juge qui, dans certaines circonstances, à l'encontre de certains avocats qui étaient désignés dans ce dossier, va demander au procureur d'ouvrir une plainte, d'ouvrir une enquête pour violation du secret de l'instruction. Alors même que le secret de l'instruction a été copieusement violé dans ce dossier. Et ce dossier, ce n'est pas le seul. En réalité, je crois que les magistrats instrumentalisent le secret, mais quand ça les arrange, effectivement, ils font des fuites. Par contre, généralement, on voit que très rarement, dans certains dossiers, c'est le cas, on a leurs noms qui sont mis en avant, et parfois pas à leur initiative, mais à ceux de la défense. Mais souvent, ce sont des instructions qui sont faites sans que le grand public ne sache précisément qui est ou qui sont les magistrats qui instruisent ce dossier. Je crois que ça permet à ces magistrats d'avoir effectivement le champ libre, puisqu'ils font ce qu'ils veulent dans le cadre d'un système qui, on l'a dit structurellement, les tend à aller vers effectivement l'accusation, et en même temps, ils le font sans que personne dans le grand public ne sache précisément qui sont ceux qui mènent cette investigation, qui sont ceux qui prennent ces décisions de placement en détention provisoire, de tel ou tel acte d'instruction, de telle confrontation, de telle expertise. Et je crois que ça ne permet pas d'avoir une égalité des armes. Puisque si le prévenu est jeté sur la place publique, si le prévenu est déjà placé en détention provisoire ou mise en examen, la simple mise en examen aujourd'hui, c'est déjà être jeté en pâture dans la presse comme étant effectivement déjà coupable. Mais de l'autre côté, on a un juge d'instruction qui, dans sa tour, et là je fais référence notamment au nouveau palais de justice de Paris, qui est vraiment une tour dans laquelle, structurellement parlant, les magistrats et les avocats ne peuvent pas se croiser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le magistrat instructeur, ce n'est pas un juge devant lequel on va plaider. Mis à part les courriers, les demandes d'actes que nous faisons, nous, avocats, la seule tribune que nous avons devant un juge d'instruction, tribune orale, c'est à la fin d'un interrogatoire de l'un de nos clients de pouvoir faire des observations ou poser des questions à notre client. Mais on n'a pas de confrontation avec le juge d'instruction à proprement parler. Et donc, ces discussions permettaient quelque peu cette contradiction et parfois que les rapports ne soient pas exacerbés. C'est désormais chose non pas impossible mais très difficile de pouvoir en tant qu'avocat rencontrer un juge d'instruction de par la manière même dont les nouveaux locaux du tribunal de Paris ont été conçus. Et je crois qu'effectivement tous ces éléments-là font qu'on a une machine face à nous et que le prévenu, le mis en examen, a déjà une machine face à lui.